Cette idée de livre m'est venue de mes amies indiennes, qui étaient offusquées, qui étaient amères, qui étaient attristées par le fait qu'en France, on continuait de parler des femmes indiennes comme d'éternelles victimes. Elles étaient toujours pitoyables, misérables, etc. Et il est vrai qu'aujourd'hui, une autre image est en train de contrebalancer celle-ci. C'est celle des stars hollywoodiennes, des femmes somptueusement vêtues, magnifiquement belles, divinement belles. Mais en fait, entre les deux, entre les femmes qui souffrent de manière passive et ces images belles mais muettes, il n'y avait pas grand-chose. Et donc, pour répondre à l'amertume de mes amies indiennes, j'ai décidé de tenter de restituer les combats, les luttes des femmes de l'Inde depuis le début du 19e jusqu'à aujourd'hui. Les rébellions féminines ont commencé dans la deuxième moitié du 19e siècle et elles étaient vraiment dirigées vers les réformes sociales et puis un combat qu'on retrouve à peu près dans le monde entier à l'époque, c'est-à-dire le droit pour les femmes d'apprendre à lire et à écrire. Et ça, c'est l'élite, c'est vraiment l'élite féminine indienne qui à ce moment-là se dresse, si vous voulez, contre des coutumes épouvantables, contre cet interdit concernant le savoir. Lorsque les luttes pour l'indépendance vont s'intensifier, on va retrouver cette élite féminine qui, elle, de manière très intéressante, va lier le combat pour l'indépendance de l'Inde au combat pour l'émancipation des femmes. Pour elle, c'est ces deux choses qui sont absolument indissociables. Et au cours de ce combat pour l'indépendance, les femmes de classe et de caste moyenne vont jouer aussi un rôle très très important. Lorsque l'indépendance arrive, la question des femmes est marginalisée. Il s'agit de reconstruire l'Inde, d'assurer sa paix, sa survie économique. Et c'est vraiment dans le sillage du féminisme occidental qu'une seconde vague de féminisme indien déferle vers la fin des années 80. Lorsque Phoolan Devi surgit dans les années 94, elle joue vraiment un rôle de détonateur social, à la fois en Inde et à la fois en Occident. Parce qu'on découvre que la sujétion féminine n'est pas seulement liée aux hommes, elle est aussi liée à la caste à laquelle on appartient et à la classe économique dans laquelle on est. Donc c'est une triple oppression. Alors cette triple oppression va devenir une sorte de mantra, si vous voulez, pour les femmes de basse caste et pour les intouchables. On le répète à satiété, mais il faut le prendre très très sérieusement parce que c'est la réalité. Et dans les années 90, donc tardivement, ce sont ces femmes de basse caste, intouchables, qui vont s'organiser pour obtenir plus de justice sociale. C'est grâce à elles qu'il y a en Inde des lois protectrices tout à fait admirables. Loi contre la dot, loi contre la fécondité sélective, loi contre le harcèlement sexuel, loi contre la violence domestique. Enfin, l'Occident n'a rien à envier à l'Inde sur ce plan-là. C'est grâce à elles que l'Inde a ratifié, par exemple, la convention onusienne, vous savez, sur l'élimination de toute forme de discrimination envers les femmes. C'est grâce à elle que les politiques de développement qui sont conduites aujourd'hui en Inde à l'égard des femmes les plus pauvres ne sont pas justement seulement des politiques, si vous voulez, consistant à leur donner des sacs de riz, mais on cherche à leur insuffler de la confiance, on cherche à leur donner du pouvoir, on cherche à faire d'elles des sujets actifs de leur histoire. C'est grâce à elles qu'en Inde, un tiers des sièges leur est réservé dans les conseils de village, de district, etc., etc. Donc, on n'est pas encore à la parité, mais enfin, c'est pas mal. Et par ailleurs, elles sont partout, d'une certaine manière. Elles sont partout parce que, justement, professionnellement, plus aucune carrière professionnelle ne leur est interdite. Elles sont dans l'armée, elles sont dans la police, elles sont ingénieures, elles sont chefs d'entreprise. Les professions libérales leur sont largement ouvertes, elles sont artistes, etc. Et puis, ce qui a profondément changé, c'est que dans les villes, elles sont parvenues quand même à imposer des modes d'existence complètement en dehors des sentiers battus. Aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer des femmes qui vivent seules ou en concubinage et qui ont échappé donc par conséquent au mariage arrangé qui
les attendait il y a 20 ans de manière absolument certaine. Alors, nous ne sommes pas des fleurs, c'est un fragment d'un slogan inventé par la première vague féministe de la fin des années 80. Et le slogan dans son entier dit « Nous, femmes de l'Inde, ne sommes pas des fleurs, mais des étincelles de feu ». Et c'est bien l'énergie et la puissance des femmes auxquelles je faisais allusion au début de cet entretien qui revient là à travers ce slogan.